Bonjour, on va faire aujourd'hui un cours sur la notion d'accélération. Mais avant de commencer, je tiens à préciser que si il y en a qui avaient reçu le cours 8 avant le test, c'est là maintenant aujourd'hui le cours 9, c'est le deuxième cours avec les notions de mécanique. Si vous n'avez pas encore visionné le cours 8, je vous invite de le faire avant parce que sinon vous allez pas comprendre bien les notions. On va poursuivre aujourd'hui avec la notion d'accélération, mais avant de commencer avec ça, je voulais faire deux exemples avec vous des exercices qui étaient demandés au dernier cours. J'en ai choisi deux qui pouvaient peut-être vous poser des problèmes. Donc, on va faire ça maintenant. OK, on va commencer avec, pour les deux exemples là, du cours 8 que je voulais rajouter. Ça va être la page 31, le numéro 11. Donc, on dit la distance qui sépare Montréal de Vancouver est de 3694 km. Donc, distance 3694 km. Puis ensuite, on dit si un voyage en avion entre ces deux villes dure 4h40 minutes. Donc, ça, c'est l'intervalle de temps. Delta T égale 4h40 minutes. On demande ensuite quelle est la vitesse scalaire moyenne de l'avion en km/h. Donc ici, j'ai choisi cet exemple-là juste pour vous rappeler qu'on ne peut pas ici simplement dire que ça, c'est un delta T de 4,40. Pourquoi? C'est qu'une heure, c'est divisé en 60 minutes. Donc, pour savoir ici, pour mettre en chiffres, donc décimales, je peux dire en tout cas la bonne fraction après la virgule, les bonnes décimales après la virgule, on va ici comparer 40 minutes. Oups. 40 minutes comparé à une heure qui est 60 minutes. Ah, c'est mal écrit. Je vais recommencer. Donc, on va donc comparer 40 minutes par rapport à une heure qui est 60 minutes. Ça va nous donner en décimale la fraction d'heure représentée par le 40 minutes. Ça, c'est 2 tiers, donc c'est 0,667 heures. OK? Alors, notre delta T, je vais le transformer ici dans un chiffre décimal, donc 4,667 heures. Puis là, on va pouvoir calculer notre vitesse scalaire moyenne en km par heure. Donc, remarquez que quand on dit km/h, là, dans la vie courante, c'est des kilomètres par heure. Donc, la vitesse scalaire moyenne, c'est distance parcourue divisée par le temps écoulé. Donc, 3694 divisé par 4,667. Et là, lorsqu'on fait notre calcul, on obtient ici une vitesse scalaire moyenne de 791,5 km par heure. OK, ça vous montre un peu la vitesse moyenne d'un avion. Un avion, je devrais dire. Maintenant, je poursuis avec un autre exemple qui est à la page suivante. Donc là, je vais être à la page 32. Et j'ai décidé de faire avec vous le numéro 13. Oups. Là, je vais faire une ligne ici pour séparer mes deux problèmes. Donc, on dit que le module d'exploration Mars Rover entamé sa mission en 97. Ça, c'est un petit robot qui a été déployé sur la planète Mars. Donc, on disait que lorsqu'il faisait une communication radio, ça prenait 12 minutes de se rendre de la Terre au module. Par exemple, si on voulait envoyer une directive au robot de prendre un échantillon de sol, il fallait lui envoyer ça par des communications radio. Donc, le temps écoulé pour le message de se rendre de la Terre à la planète Mars, c'était 12 minutes. Puis, on nous dit aussi que la vitesse des ondes radio dans le vide est de 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde. Vitesse égale 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde. Vous remarquez que les ondes radio voyagent à la même vitesse que les ondes lumineuses. C'est pas un hasard, c'est que les deux, ce sont le même type d'ondes, c'est les ondes électromagnétiques. Donc, là, on demande à quelle distance de la Terre se trouve la planète Mars. Donc, on cherche la distance D. On va utiliser l'équation de la vitesse scalaire moyenne.
Ça va être la distance D sur le temps écoulé. Là, encore une fois, on a des unités on va devoir un petit peu transformer parce que c'est pas compatible ici des mètres par seconde avec des minutes. Je vais travailler avec mètres et secondes que j'ai dans ma vitesse. Ça va être quand même assez facile. Je vais juste transformer mon temps en secondes. Donc, dans chaque minute, il y a 60 secondes. Fait que je vais faire 12 fois 60. Excusez. Ça me donne 720 secondes. Donc là, OK, j'ai mon équation. Je mets toutes mes valeurs dedans pour essayer d'isoler la distance. Donc, j'ai 3 fois 10 à la 8 égale D divisé par 720. Donc, ici, comment je fais pour isoler D? Il s'agit ici de se débarrasser du dénominateur 720. Donc, je vais multiplier chaque côté de l'équation, je vais le multiplier par 720. OK, de cette façon-là, je vais me débarrasser du 720 qui était en dessous du D. Fait que j'ai 3 fois 10 à la 8 multiplié par 720 égale la distance D. Donc là, je peux calculer ma valeur. Et là, ça va être une distance qui va être en mètres parce que j'avais des mètres par seconde. Puis là, je multiplie par des secondes. 3 fois 10 à la 8. Je vous rappelle qu'on fait sur la calculatrice 3, le bouton EXP 8. Ensuite, fois 720. Et ça nous donne 2,16 fois 10 à la 11 mètres. Bon, on s'entend que c'est une très grande distance, là, la distance entre la Terre et la planète Mars. Probablement que dans le livre, la réponse est donnée en kilomètres. Si je veux mettre ça en kilomètres, ben, je vais avoir moins de kilomètres que de mètres. Hein? Puis vous vous rappelez que la différence, là, c'est un facteur de 1000. Donc, je vais diviser par 1000 ma réponse. Puis, ça va me donner la valeur en en kilomètres, excusez. Donc, 2,16 fois 10 à la 8 km. OK, on va faire un autre exercice de révision du cours 8 pour être sûr que c'est bien compris là, les distinctions entre distance et déplacement, mais aussi entre les différents types de vitesse. Donc, on dit ici, on a une auto téléguidée qui tourne en décrivant une trajectoire circulaire de rayon de 2 mètres et elle fait un tour complet en 5 secondes. On indique que sa vitesse scalaire instantanée est constante. Quand on parle de sa vitesse scalaire instantanée, c'est comme à chaque instant, là, si on se pose la question quelle est la vitesse scalaire, ben elle est la même. OK? Donc, ça, c'est comme si on était dans une voiture, puis l'odomètre là, qui indique la vitesse reste toujours à la même valeur. Donc là, on demande quelle est justement sa vitesse scalaire moyenne pour un tour. Alors, on se rappelle que la vitesse scalaire moyenne, c'est calculé en divisant la distance parcourue par le temps. Par contre, je vais rajouter ici VSM pour être constante avec la notation que j'avais pris au dernier cours. Donc, vitesse scalaire moyenne, distance sur le temps. La distance ici, pour le 5 secondes qu'on a, ben, c'est un tour complet. Alors, un tour complet, on se rappelle que c'est, comme distance, c'est une circonférence qui se calcule comme 2 fois pi fois le rayon. Donc, ici, 2 fois pi fois 2 mètres. On divise par le temps que ça prend pour parcourir cette distance-là. Et on obtient la vitesse scalaire moyenne en mètres par seconde, donc la valeur indiquée ici. Ça, c'est pour la vitesse scalaire moyenne. Maintenant, on a vu un autre type de vitesse au dernier cours qui était la vitesse vectorielle moyenne. La distinction, c'est que ce n'était pas D, la distance ici, mais plutôt le déplacement. OK? Là, j'ai changé de page, mais l'énoncé de la question est absolument identique. Là, je l'ai juste recopié. Donc, on demande quelle est la vitesse vectorielle moyenne pour un tour. Donc, la vitesse vectorielle moyenne, c'est le déplacement sur le temps écoulé. Mais le déplacement, par définition, c'est une ligne imaginaire là, qui va partir du point de départ puis qui va aller relier en ligne droite au point d'arrivée. Mais là, si on parle d'un tour complet, bien, ma voiture, elle va être revenue exactement au même endroit qu'elle était au départ. Donc, si je relie de façon directe le point de départ et le point d'arrivée, il n'y a pas de ligne, c'est le même endroit. Alors, cette distance-là ici, ou je devrais dire vraiment le déplacement, sur un tour, c'est 0. Donc, on aurait une vitesse vectorielle moyenne de 0.
Donc, le mot le dit, là, le mot moyenne, hein, c'est vraiment une vitesse vectorielle moyenne qu'on vient de calculer. À cause qu'on a choisi un tour complet, ça donne 0. Mais la vitesse vectorielle n'est pas 0 en tout temps si on ne fait pas une moyenne, là, si on s'intéresse à sa valeur instantanée. Ça, c'est la question C, OK? Donc, encore toujours le même énoncé de question. En C, on demande « Sa vitesse vectorielle instantanée est-elle constante? » Je vais vous faire une illustration ici pour vous montrer le vecteur de vitesse vectorielle instantanée. Qu'est-ce que c'est que la vitesse vectorielle instantanée? C'est si on mesure la vitesse vectorielle sur un extrêmement petit déplacement. OK? Donc, mettons que la voiture a avancé de, je sais pas moi, 5 mm. Bien, à ce moment-là, on fait le calcul qu'on vient de faire sur la trajectoire qu'elle a parcourue avec le temps que ça a pris. Puis là, on va obtenir une vitesse, une certaine vitesse, mais elle va, vu que c'est un vecteur, elle va avoir une orientation dans l'espace. Donc, quelle est la vitesse de la voiture? Son orientation, bien, ça va toujours un peu vers le devant de la voiture. OK? Donc, le vecteur de vitesse ici suit la trajectoire de la voiture. Alors, la vitesse vectorielle instantanée, on ne peut pas dire qu'elle est constante. OK? Parce que il y a quelque chose qui change, c'est l'orientation de cette vitesse-là. Elle est toujours en train de progresser selon la tangente du cercle. OK? Donc, on répond ici que la vitesse vectorielle instantanée n'est pas constante parce que pendant que l'auto tourne, sa vitesse vectorielle change de direction. Pour dire que la valeur serait constante, il faudrait qu'on ait toujours la même direction. OK? Fait que ça, ici, maintenant, on va commencer à parler des accélérations. OK? Donc, en physique, un objet accélère si la vitesse vectorielle moyenne n'est pas constante. Donc, pour les accélérations, on considère la grandeur de l'accélération, mais on considère aussi son orientation dans l'espace. Donc, on peut dire qu'un objet qui accélère, il pourrait être en train d'aller de plus en plus vite. Ça modifierait la grandeur de sa vitesse vectorielle moyenne. Ou aller de moins en moins vite, même chose, ça modifie la grandeur de sa vitesse vectorielle moyenne. Puis, finalement, on pourrait aussi dire qu'il y a une accélération dès qu'un objet tourne. OK? Donc, c'est pas obligé qu'il tourne en changeant sa vitesse. Le simple fait de tourner, comme ça modifie l'orientation de la vitesse vectorielle instantanée, bien, ça fait qu'il y a une accélération. Un peu comme dans le cas qu'on vient juste de voir, la voiture téléguidée n'allait pas de plus en plus vite, mais le simple fait que son orientation changeait parce qu'elle faisait une trajectoire circulaire, c'est lié à une accélération. On va ici regarder aussi la direction des vecteurs là, dans différents scénarios. Parce que faut comprendre que, dans le fond, ici, si on parle, mettons, d'un objet comme une voiture, si on dit la voiture avance, ben c'est parce qu'on suppose qu'elle va dans la direction vers le devant d'elle-même. OK? Fait que si, par exemple, on dit en A, l'auto avance de plus en plus vite, on veut indiquer le sens des deux vecteurs, la vitesse et l'accélération. Donc, si elle avance, bien sûr, le vecteur de vitesse va être orienté vers son devant. OK? Puis là, j'ai mis le signe. Supposons qu'on a un axe des X dans le sens positif, là. Quel serait le signe de nos vecteurs ici? OK? Fait que la vitesse serait positive. Puis là, si elle avance de plus en plus vite, quand ça va de plus en plus vite, c'est que l'accélération pointe dans le même sens que la vitesse. Donc là, elle serait positive aussi. Si en B, on dit l'auto avance, mais de moins en moins vite. Donc, la vitesse est encore orientée vers la droite, est positive, mais vu qu'elle va de moins en moins vite, l'accélération est de sens contraire à la vitesse. Donc, elle serait négative. Je l'ai mis à l'arrière ici. Là, je veux vous faire comprendre que dans beaucoup d'exercices, quand on ne donne pas un sens dans l'espace, on ne dit pas une voiture va vers la droite, ou etc., on va prendre pour acquis que la vitesse est une valeur positive. Puis là, si elle décélère la voiture, bien là, on va dire l'accélération est négative. Mais lorsqu'on donne des références spatiales, c'est pas toujours le cas. OK? On va voir ici, par exemple, en C, on dit l'auto avance de moins en moins vite. OK? Si l'auto avance, ça veut dire qu'elle se dirige vers son propre devant, donc c'est vers la gauche. La vitesse ici serait négative. Puis là, si c'est de moins en moins vite qu'elle avance, ça veut dire qu'il faut que l'accélération soit de sens contraire à ce vecteur de vitesse-là. Fait qu'on aurait une accélération ici qui serait positive malgré que l'auto ralentit. OK? Fait que ce qu'il faut comprendre, c'est que
le signe qui est important, c'est on compare la direction du vecteur avec l'axe des x normal. OK? Fait que si c'est dans le même sens que l'axe des x, ben ça va être positif. Puis si c'est dans le sens contraire, ça va être négatif. Puis quand une auto augmente sa vitesse, ben l'accélération, elle doit absolument pointer dans le même sens que la vitesse. Si l'auto diminue sa vitesse, l'accélération doit pointer dans le sens contraire de la vitesse. Dernière situation, c'est l'auto tourne vers la droite. Donc, si elle tourne vers la droite, on a vu que sa vitesse instantanée est tangente à la trajectoire. Donc là, j'aurais une trajectoire quand même circulaire, comme ça. Mais sa vitesse, ça va être tangente à la trajectoire. Donc, bon, je n'ai pas très bien représenté mon cercle, mais ce serait comme horizontal. Ici, c'est comme au sommet de mon cercle. Puis, bien sûr, ce vecteur de vitesse-là, il va tourner avec la voiture pour suivre la tangente du cercle. Maintenant, le sens de l'accélération dans une situation comme ça, c'est orienté vers le centre de la trajectoire circulaire. Donc ici, on aurait une accélération qui serait vers le bas de l'écran pour indiquer que ça tourne vers la droite. On va revenir à ce type d'accélération-là, surtout un peu plus tard. Okay? Pour l'instant, on s'en tient plus aujourd'hui à des accélérations qui font augmenter ou diminuer la valeur de la vitesse de la voiture. Je vous montre ici une petite modélisation qui indique le vecteur d'accélération et le vecteur de vitesse pour une voiture. Donc là, ça va aller vite, je vais le montrer 2 fois, OK? Mais vous allez voir comme si il y a une accélération par là, bien, la vitesse elle va augmenter dans la même direction. OK? Puis suivez l'évolution un peu des 2 vecteurs. La voiture tourne. La voiture accélère. La voiture tourne et ralentit. Donc, l'effet peut être présent pour les 2 choses en même temps aussi. Donc, on note que quand l'accélération était vraiment perpendiculaire à la vitesse, là, ça faisait seulement que tourner. Mais si on a une accélération qui est perpendiculaire à la vitesse, mais qui pointe un peu dans le sens de la vitesse, ça va tourner en accélérant. Si ça pointe un peu vers l'arrière, ça va tourner en décélérant. Je vais le remontrer à nouveau. OK, voilà. Donc, c'est pour vous montrer un peu en temps réel qu'est-ce qui se produit avec ces 2 quantités-là. Maintenant, là, on s'attarde à la définition, l'équation, comment calculer une accélération. Donc, une accélération se calcule en faisant la variation de la vitesse par rapport au temps écoulé. Donc, le symbole ici devant le V est très important. OK? On ne peut pas prendre juste une vitesse puis la diviser par un temps. Il faut que ce soit une variation de vitesse. Une variation, c'est tout le temps la valeur finale moins la valeur initiale. OK? Donc, je pourrais réécrire l'équation ici comme la vitesse finale moins vitesse initiale sur le temps écoulé entre ces 2 vitesses-là. Okay? Entre le moment où l'objet a les 2 vitesses. Les unités conventionnelles sont les mètres par seconde carré. Mais ce qu'on retient, c'est que c'est des unités de longueur divisées par une unité de temps au carré. Vous allez avoir quelques exercices où est-ce qu'on va travailler avec des kilomètres par heure carrée. Donc, c'est moins standard, mais ça se fait aussi. On va faire un exemple là-dessus. On dit, on a une auto qui roule à une vitesse de 40 km par heure. 10 secondes plus tard, sa vitesse est maintenant de 70 km par heure. Donc, comme on dit que c'est plus tard, la vitesse finale va être de 70 km par heure, puis avant, c'était la vitesse initiale 40 km par heure. On demande quelle a été son accélération. Puis là, supposons que vous arrivez devant un problème comme ça, puis dans votre livre, la réponse n'est pas en km par heure carré, est en mètres par seconde carré. Fait que là, il va falloir transformer nos unités et c'est beaucoup plus facile de transformer les unités d'une vitesse que d'une accélération. Donc, on va tout de suite convertir les vitesses qu'on avait en km/h, on va les convertir en mètres par seconde. Donc, comment on fait ça? On va ici multiplier par 1000 mètres pour, au lieu d'avoir des kilomètres, on va être rendu avec des mètres. Il y a 1000 fois plus de mètres que de kilomètres. Puis, on va diviser par le nombre de secondes dans une heure. Donc, c'est 3600 secondes dans chaque heure pour 60 secondes fois 60 minutes.
Donc ici, je fais 40 fois 1000 divisé par 3600. Ça me donne 11,1 mètres par seconde. C'est équivalent à 40 km par heure. Je fais exactement la même transformation pour la vitesse finale. Donc, je la multiplie le 70 par 1000. Ensuite, je divise par 3600. Puis, j'obtiens 19,4 mètres par seconde. Pour ce qui est de se rappeler de cette manipulation-là, parce que vous allez le faire beaucoup, il y a différentes façons. Là. Il y en a qui vont préconiser de transformer comme le facteur ici de 1000 divisé par 3600, ça revient à faire 40 divisé par 3,6. OK? Si on simplifie, c'est ce que ça donne. Puis même chose ici, 70 divisé par 3,6. Donc le facteur 1000 et 3600, ça se combine pour faire 3,6. Par contre, je vois souvent des gens qui se mélangent entre est-ce que je dois diviser ou multiplier par 3,6. Là, pour ça, je vous dirais de remarquer que la valeur en mètres par seconde est tout le temps plus petite que la valeur en kilomètre-heure. Fait que si je sais que j'ai des kilomètres-heure, puis il faut que je retrouve des mètres par seconde, bien, il faut que ça devienne plus petit. Donc, je vais diviser par 3,6. OK? Maintenant qu'on a nos vitesses finales et vitesses initiales en mètres par seconde, là, on peut calculer l'accélération en faisant la variation de la vitesse divisée par le temps écoulé. Donc, la variation de la vitesse, comme j'ai mentionné, c'est la valeur de la vitesse finale moins la valeur de la vitesse initiale. Puis là, on divise par le temps qui s'écoule entre les deux moments, les deux instants. Donc, on obtient, dans ce cas-ci, une vitesse en mètres par seconde carré de 0,83. Donc, comme j'ai dit, si la réponse dans le livre est en mètres par seconde carré, transformez, assurez-vous d'avoir des vitesses en mètres par seconde au départ, OK? Puis un intervalle de temps ici en secondes. C'est beaucoup plus simple que de calculer la vitesse en kilomètres par heure carré puis la transformer après. Ça, on ne va pas rentrer dans ces conversions-là. Donc, voici les tâches à compléter pour aujourd'hui. Vous avez les lectures des pages 35 et 36, puis ensuite, c'est suivi d'exercices. Je vais juste regarder avec vous un exercice avant de vous laisser, parce que la solution est animée. Donc, je vais aller à la page 37 à 40. OK. C'est le numéro 10. En fait, c'est à la page 39. OK? Je vous laisse mettre pause pour le lire. Puis là, on se retrouve avec la solution. Donc, on a dit, une voiture et une motocyclette se déplacent entre Montréal et Québec sur l'autoroute 20. On suppose que l'axe des X pointe vers Québec. Donc, c'est ce que j'ai illustré ici. OK? On a Montréal à gauche, Québec à droite, l'axe des X pointe vers Québec. On doit dire dans chacun des scénarios si la vitesse et l'accélération est positive, négative ou zéro. Donc en A, on dit les deux véhicules se dirigent vers Québec. Déjà là, on voit que leur vitesse va être positive. OK? Ils s'en vont vers Québec. Bien, la vitesse du véhicule A puis de l'auto et de la moto sont dirigées vers Québec, donc c'est le sens positif. On dit ensuite il roule à vitesse constante, cependant la motocyclette roule plus vite que la voiture. Ici, j'ai mis un vecteur plus grand pour montrer que la moto roule plus vite, mais elle roule à vitesse constante. Donc, dans les deux cas, il n'y a aucune accélération. L'accélération est zéro quand on dit que la vitesse est constante. En B, on dit la voiture se dirige vers Québec, tandis que la motocyclette se dirige vers Montréal. Donc, ils s'en vont l'une vers l'autre. La grandeur de la vitesse des deux véhicules augmente. Donc, ils vont de plus en plus vite. Ça veut dire qu'il faut que l'accélération du véhicule pointe dans la même direction que sa propre vitesse. Donc, pour la voiture, l'automobile, ben, la vitesse va être positive et l'accélération va être positive puisque les deux pointent vers Québec. Mais la moto, elle, se dirige vers Montréal. Donc, en augmentant sa vitesse, ça veut dire que l'accélération aussi est dirigée vers Montréal. Donc, ces deux vecteurs-là vont être négatifs. Et finalement, la troisième situation ici, on dit les deux véhicules se dirigent vers Montréal. La motocyclette accélère pour dépasser la voiture. La voiture freine pour la laisser passer. OK, ils s'en vont les deux vers Montréal. OK. Puis, on a donc deux vitesses qui sont dirigées vers Montréal, qui vont être négatives.
La voiture, elle freine, ok? Donc, son accélération doit pointer dans le sens contraire de sa vitesse, ce qui nous indique ici qu'on a une vitesse négative, puis une accélération positive. La moto, elle, va de plus en plus vite pour dépasser la voiture, donc son accélération pointe dans le même sens que sa vitesse, donc on va avoir ici deux vecteurs négatifs.